Bonjour, dans cette partie de physiologie des éléments excitables et communication intercellulaire, nous allons étudier l'organisation et la fonction du système nerveux central et périphérique. Donc nous allons voir bien sûr les divisions de ce système nerveux central et périphérique. Donc on va voir le système nerveux somatique et son organisation, le système nerveux autonome et son organisation. Le système nerveux somatique est un système volontaire, le système autonome ou végétatif est un système involontaire, inconscient. Donc, nous allons voir l'organisation anatomique du système sympathique et parasympathique et l'organisation fonctionnelle de ces deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc, avant tout cela, nous allons faire des petits rappels sur l'ontogénèse, c'est-à-dire sur la genèse, sur comment se forme dans la vie embryonnaire ce système nerveux. Ensuite, nous allons voir dans un deuxième grand chapitre la physiologie de la cellule nerveuse, c'est-à-dire le fonctionnement de la cellule nerveuse qui est l'unité fonctionnelle et structurelle du système nerveux. Donc, on va voir comment elle fonctionne dans les conditions normales. Donc, nous allons voir les cellules et le tissu nerveux. Ensuite, on va voir la naissance et la transmission de l'influx nerveux ou d'un potentiel d'action qui est le langage de communication dans les cellules nerveuses. Nous allons voir les synapses, les ondes de contact entre plusieurs neurones, les neurotransmetteurs, les récepteurs et la communication intercellulaire. Et nous allons étudier la jonction neuromusculaire, cette synapse entre un neurone moteur et une fibre musculaire. Ensuite, nous allons voir la physiologie de la cellule musculaire, son organisation, son histologie, sa constitution moléculaire et comment s'opère la régulation de la contraction musculaire. Et à la fin, on verra quelques données de l'énergétique musculaire. Donc, après tout cela, nous allons voir un petit peu en détail. Nous allons revenir sur le système nerveux autonome pour voir un petit peu plus en détail comment il fonctionne. Bonjour, dans cette partie du module de physiologie animale, nous allons voir la physiologie des éléments excitables et la communication intercellulaire. L'objectif de cette partie est d'étudier l'organisation et les fonctions du système nerveux, la fonction du système nerveux central et périphérique. Donc nous allons aussi faire des rappels sur la genèse, la formation dans l'état embryonnaire, à l'étape embryonnaire du système nerveux. Nous allons voir les divisions du système nerveux central et périphérique. Nous allons voir le système nerveux somatique et son organisation, le système nerveux végétatif ou autonome et donc les divisions de ce système nerveux autonome inconscient, à savoir le système sympathique et le système parasympathique. Nous allons voir dans un second temps la physiologie de la cellule nerveuse, étant donné que la cellule nerveuse est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Nous allons voir comment elle est organisée, comment naissent les informations au niveau de la cellule nerveuse, comment elles sont transmises et comment elles sont transmises d'un neurone à un autre. Donc nous allons voir les synapses, les neurotransmetteurs, les récepteurs et la communication intercellulaire. Et nous allons étudier une synapse particulière, c'est-à-dire la jonction neuromusculaire, la synapse entre un neurone et une fibre musculaire squelettique. Et dans une troisième partie, nous allons voir la physiologie de la cellule musculaire. Nous allons voir l'organisation anatomique et moléculaire de la fibre musculaire. Nous allons voir la régulation de la contraction musculaire et nous allons voir quelques énoncés évoquer la bioénergétique musculaire. Dans un dernier lieu, nous allons revenir sur un peu l'organisation anatomique et fonctionnelle du système nerveux autonome. Alors, en ce qui concerne cette partie, elle a comme prérequis la biologie cellulaire, l'histologie, l'embryologie. Donc, vous allez avoir comme ressources pédagogiques des vidéos et une présentation PowerPoint des PDF. Et en ce qui concerne les modalités de contrôle, le cours magistral est contrôlé en examen final, soit par, en général, CDQCN. Ça peut être des questions ouvertes. Le TP, il y aura un seul TP qui concerne les caractéristiques du potentiel d'action à travers un logiciel Synapse. Donc, vous aurez à faire un compte rendu. Et puis, vous avez un TD, complément de cours pour les neurotransmetteurs. Alors, quelle est l'importance en pathologie humaine? Les anomalies de la structure ou de la fonction des nerfs ou des muscles sont observées dans de très nombreuses maladies. Exemple de maladies touchant uniquement les neurones moteurs, les neurones qui alimentent les fibres musculaires squelettiques. On va trouver
trouver la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie qui attaque les cellules de la gaine de myéline. La jonction, il y a des maladies qui s'attaquent à la jonction neuromusculaire comme la myasthénie. C'est une maladie qui se caractérise par une faiblesse de la force musculaire. Il y a des maladies qui s'attaquent aux muscles squelettiques comme plusieurs dizaines de myopathies. Alors myo, c'est en rapport avec le muscle, et pathie, c'est maladie. Alors de nombreux états pathologiques avec répercussions sur la fonction neuromusculaire, la dénutrition, des infections sévères. Nous avons vu que dans le cas de la COVID-19, il y a eu des répercussions sur la force musculaire. Les maladies métaboliques, certains médicaments ont des répercussions sur la fonction neuromusculaire. Alors, à quoi sert le système nerveux? Le système nerveux est un système de communication rapide. Il capte les informations qui proviennent du corps et de l'environnement, les informations qui naissent au niveau des récepteurs sensoriels du corps ou de l'environnement, et il traite ces informations au niveau du système nerveux central. Et enfin, il va déclencher une réponse adaptée aux informations reçues. On va faire des rappels sur les principales étapes de la mise en place du tube neural et de l'encéphale chez les vertébrés. Alors, tous les vertébrés, comme vous le savez, passent par des stades de développement comparables après la fécondation. Donc, nous avons la segmentation de l'œuf. Donc, pendant cette phase, il y a augmentation du nombre de cellules qui aboutissent à une structure de type blastula. Nous avons la phase de gastrulation, pendant laquelle se mettent en place les 3 feuillets embryonnaires suite à des mouvements cellulaires importants. Et en fin de gastrulation, tous les embryons de vertébrés sont constitués de 3 feuillets qui sont l'ectoderme, le feuillet le plus externe qui recouvre l'embryon, le mésoderme, la partie intermédiaire des feuillets à l'origine de la corde dorsale qui va donner par la suite la colonne vertébrale. C'est que dans la colonne vertébrale se trouve la moelle épinière. Et donc les somites, c'est l'ensemble du squelette de l'appareil locomoteur, sont donnés aussi par le mésoderme. Enfin, l'endoderme, c'est la partie interne qui délimite le tube digestif. Alors ici, vous avez les images qui vous permettent de voir comment les différents mouvements cellulaires au niveau du feuillet externe qui va s'épaissir et qui va donner, regardez, l'évolution qui va s'épaissir des mouvements cellulaires qui, à la fin, vont donner ce qu'on appelle le tube neural. Donc, en résumé, le tube neural est dérivé d'une région spécifique de l'ectoderme appelée plaque neurale qui apparaît au début de la 3e semaine de conception par un processus appelé neurulation. Le système nerveux prend réellement naissance au cours d'un processus qui s'appelle neurulation embryonnaire. C'est la phase qui est juste après la gastrulation, en se différenciant dorsalement en neuroectoderme et s'invaginant pour former le tube neural à l'origine du système nerveux central, du névrax, et des crêtes neurales à l'origine de plusieurs structures annexes comme les os, les muscles, l'appareil dentaire, etc. On va voir comment s'organise le système nerveux. Alors, le système nerveux se divise en 2 grandes parties. Le système nerveux central, donc avec l'encéphale et la moelle épinière, le prolongement que vous voyez. Le système nerveux central est le centre de régulation et d'intégration. Et vous avez le système nerveux périphérique, ce qui sort, qui est à l'extérieur du système nerveux central. Il est constitué par les nerfs crâniens et les nerfs spinaux, les nerfs qui sortent de la moelle épinière. Ce sont des lignes de communication entre le système nerveux central et le reste de l'organisme, les différents organes. Donc, nous avons dans ce système nerveux périphérique une partie sensitive qu'on appelle, qui achemine les informations d'une façon afférente, c'est-à-dire des organes ou de l'extrémité vers les centres. Et nous avons une partie motrice efférente et les informations qui ont des effets. Donc, ce sont les informations qui sont acheminées à travers les fibres nerveuses motrices. Et donc, ces voies motrices se divisent en 2 grands systèmes, le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique est un système volontaire et le système nerveux autonome est un système involontaire inconscient. Ce système nerveux autonome se divise lui-même en 2 systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, nous allons voir tous ces systèmes-là en détail. Alors, en ce qui concerne la distinction entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique, je vous ai mis ces liens que vous allez, il faut cliquer dessus et vous allez voir, vous allez être acheminé sur des vidéos sur YouTube que vous allez voir et ça va vous aider à mieux comprendre l'organisation du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Je vous conseille de bien regarder ces vidéos et de bien noter ce qui est dit dedans parce que c'est très intéressant et ça vous permet de comprendre mieux l'organisation du système nerveux central et périphérique. En complément de ces vidéos, vous allez voir, nous avons un 3e système nerveux qu'on appelle le système nerveux entérique.
périphérique. C'est un système nerveux qui est constitué d'un ensemble de plexus nerveux, des amas de cellules nerveuses qui se trouvent dans les intestins, dans le tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire dans nos intestins. Et ce système nerveux entérique, il fonctionne d'une façon un petit peu automatique, mais il est en étroite interconnexion avec le système sympathique et parasympathique du système nerveux autonome. Donc, on va rentrer dans le premier chapitre qui est la physiologie de la cellule nerveuse ou du neurone. Donc, nous allons voir un petit peu comment s'organisent, comment sont les cellules nerveuses. Donc, le tissu nerveux est constitué d'un ensemble de cellules nerveuses ou neurones très caractérisés. Donc, anatomiquement et structurellement, le neurone est constitué d'un corps cellulaire, le soma ou le péricardion, et de deux types de prolongements qui sont les dendrites. Ce sont des petits prolongements, ils sont nombreux, et les axones ou les fibres nerveuses qui sont un seul prolongement plus long et qui se termine par des terminaisons neuronales. L'ensemble des fibres nerveuses ou des axones que vous voyez ici va constituer ce qu'on appelle les nerfs. Alors, sur le plan fonctionnel, les cellules nerveuses ont des particularités. Ce sont des cellules équitables. Alors, la cellule nerveuse a une membrane qui lui permet d'émettre, de conduire le potentiel d'action ou ce qu'on appelle l'influx nerveux, une série de potentiels d'action. Cette particularité s'explique par le fait que le neurone est une structure excitable, c'est-à-dire capable de réagir à une excitation efficace grâce à ces canaux ioniques qu'on va détailler plus tard, des canaux ioniques voltage dépendants. La cellule musculaire possède la même particularité que la cellule nerveuse. Elle est aussi excitable. Donc le tissu nerveux, il est constitué par le système nerveux central et le système nerveux périphérique sont des entités constituées par le tissu nerveux. Alors le système nerveux central, comme je l'ai dit auparavant, il est constitué par l'encéphale et la moelle épinière, ici vous voyez en bleu. L'encéphale est constitué par le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien, et ce prolongement c'est la moelle épinière ou la moelle spinale. Alors l'encéphale et la moelle épinière constituent le système nerveux central, et tout ce qui sort des prolongements, ce sont les nerfs qui constituent le système nerveux périphérique. Alors, quel est le rôle des nerfs? Le névrax ou le système nerveux central ne serait d'aucune utilité s'il n'était relié à la périphérie, aux organes, la périphérie de l'organisme ou aux organes internes que par l'intermédiaire des nerfs. Donc les nerfs, c'est une sorte de câble par analogie avec les câbles électriques. Donc ces nerfs regroupent deux contingents de fibres nerveuses, les afférences et les efférences. Les afférences, c'est les axones qui transmettent les informations depuis les récepteurs sensoriels vers les centres. Les efférences, ce sont les axones, les fibres nerveuses qui transmettent les informations du système nerveux central, du névrax, de la moelle épinière vers les effecteurs, c'est-à-dire vers les organes effecteurs, là où il y a des effets. Le nerf, de point de vue structural, anatomique, un nerf, il est recouvert par une membrane qu'on appelle l'épinèvre autour du nerf entier. Alors ce nerf est constitué par plusieurs fascicules. Ces fascicules sont entourés par une membrane qu'on appelle la périnèvre, et à l'intérieur de ces fascicules, on va trouver les axones. Les axones sont regroupés, entourés par ce qu'on appelle les endonnerfs. D'accord? Dans ces nerfs, on va trouver aussi des vaisseaux sanguins. Alors les nerfs, on va voir un petit peu la composante sensorielle et motrice de ces nerfs. Alors la composante sensorielle des nerfs, elle est constituée par les nerfs et les ganglions sensitifs. Alors l'information, elle vient du milieu intérieur, les organes internes ou de l'extérieur. Elles sont transmises donc au niveau des récepteurs sensoriels ou au niveau de la peau, la surface intérieure du corps, si vous voulez. Donc, les informations sont transmises vers le système nerveux central, de l'extérieur vers le système nerveux central. La composante motrice, elle est constituée par deux grandes composantes. La composante du système nerveux somatique, à travers les nerfs moteurs, elles vont alimenter les muscles squelettiques, et la composante système autonome, à travers le système sympathique et parasympathique, et qui va alimenter cette fois-ci, avoir un effet sur les muscles lisses, les muscles cardiaques et les glandes. Donc, comme je l'ai bien mentionné, le sens des flèches est très important. Ça rend compte du sens de l'information. Alors, quelle est là où les fonctions des nerfs? Les nerfs ont pour rôle la transmission de messages nerveux. Les messages nerveux sont une succession de potentiels d'action ou un flux nerveux. Les nerfs sont l'outil de communication entre les cellules de l'organisme où les fibres nerveuses constituant ces nerfs sont l'outil de communication entre les cellules de l'organisme, soit d'un neurone à un autre neurone, quand il s'agit
de neurones du système nerveux central, soit d'un neurone à une cellule cible proche, comme des cellules glandulaires, ou d'un neurone à une cellule cible à distance, comme la cellule musculaire squelettique. Donc, d'un neurone à un autre, comme vous pouvez le voir ici, et surtout au niveau du cortex cérébral, au niveau des couches du cerveau, soit entre un neurone moteur qui se trouve dans la moelle épinière et les fibres musculaires squelettiques, soit entre une cellule nerveuse, comme dans le cas de l'hypothalamus, avec ici la glande de l'épiphyse. Donc, les cellules de l'épiphyse vont décharger des hormones suite à des influx nerveux qui émanent de l'hypothalamus, qui est une structure qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau. Alors voilà. Alors au niveau d'un neurone sensoriel, un autre neurone, on va trouver, si on s'intéresse à la partie sensorielle, on va trouver différentes sensibilités. Il y a la sensibilité extéroceptive qui émane de la peau, vient de la peau. Il y a la sensibilité interoceptive, c'est ces informations sensorielles qui viennent de nos organes internes. Et il y a la sensibilité proprioceptive, celle qui vient des os et des articulations. En ce qui concerne la composante motrice, alors d'un neurone à une cellule cible contractile, on va trouver le système somatique, donc la motricité somatique, qui va aller vers les muscles liés squelettiques volontaires, et nous avons les efférences vers le système qui constitue le système nerveux végétatif à travers le système sympathique qui contrôle les actions inconscientes comme le rythme cardiaque, ou parasympathique, il y a un effet ralentisseur sur les muscles, ce qui va favoriser l'homéostasie du milieu intérieur involontaire. Cette partie-là du système autonome, nous allons la reprendre à la fin du. Alors, peut-on classer les nerfs? On peut les classer au moins de deux manières. Selon leur composition en fibres, on va trouver les nerfs sensitifs qui sont constitués que de fibres sensitives, des axones de neurones sensitifs, c'est-à-dire des fibres afférentes ou des afférences. On va trouver les nerfs moteurs qui sont constitués que de fibres motrices ou efférences, et on va trouver des nerfs mixtes qui contiennent les deux types de fibres. Alors, il y a une deuxième classification selon le lieu de rattachement au nerf vague. On va distinguer les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens. Les nerfs crâniens, ils sont en 12 sphères qui peuvent être exclusivement sensitifs. Ils sont numérotés de 1 jusqu'à 12 en chiffres romains. Ils peuvent être exclusivement sensitifs, c'est-à-dire ne conduisent que les informations sensitives, le nerf 1, le nerf 2, le nerf 8, ou exclusivement moteur ou mixte. Alors, on va trouver le nerf 10. Le nerf 10, c'est aussi le nerf vague ou le nerf pneumogastrique, qui est un nerf mixte qui achemine des informations sensorielles et des informations motrices aussi. Alors, selon leur lieu de rattachement, on va trouver les nerfs rachidiens aussi, ou les nerfs pinaux, c'est-à-dire qui sortent de la moelle épinière. Ils sont en 31 nerfs et ils sont tous mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont sensitifs et moteurs. Alors, pourquoi sensitifs et moteurs? Parce que, comme vous pouvez le voir, si on regarde une coupe de la moelle épinière, on va trouver que cette coupe, on va distinguer une partie grise en forme de papillon qui est autour d'un canal qu'on appelle le canal de l'épendyle, où circule un liquide céphalorachidien. Il a un rôle très important au niveau du système nerveux central, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, cette partie-là de la moelle épinière elle est constituée par les corps cellulaires des neurones. Alors, la partie blanche, elle est constituée par les axones recouverts par les gaines de myéline. Alors, l'organisation de la moelle épinière se fait de la manière suivante, on peut voir. Il y a de part et d'autre des racines dorsales et ventrales qui vont se regrouper pour former les nerfs rachidiens. Les nerfs rachidiens, c'est la partie qui va sortir des deux racines, où vont se joindre la composante sensorielle, ici, la composante motrice qui sort. Sensorielle, elle rempart cette racine dorsale. Motrice, elle sort à travers la racine ventrale. Les deux se regroupent pour former les nerfs rachidiens, que les nerfs, ils sont rachidiens, bien sûr. Ils sont tous mixtes. Alors, dans cette partie-là, vous allez voir un petit peu l'organisation de la moelle épinière. Donc, je vous laisse voir cette partie. Vous allez pouvoir la voir ou vous connecter au lien directement. Et donc, comme pour les liens précédents, il faut bien les voir et distinguer les différentes parties de la moelle épinière. Alors, ensuite, on va passer à la structure proprement dite du neurone dans les cellules nerveuses. On va voir que ce neurone, il est constitué par trois parties. Tous les neurones sont constitués par trois parties. Il y a la partie corps cellulaire avec les dendrites. Il y a la partie
dendrite, corps cellulaire et axone. Donc l'axone se termine avec les terminaisons neuronales. Alors ces trois structures vont permettre d'avoir trois fonctions. Alors les dendrites, à travers les dendrites rentrent les informations dans la cellule nerveuse. Au niveau du corps cellulaire, toutes les informations se regroupent au niveau du corps cellulaire et vont pouvoir donner un nouveau message, c'est ce qu'on appelle la création de l'information. Ensuite, à travers l'axone, il y a la transmission de l'information jusqu'à l'arborisation terminale. Alors les dendrites et le corps cellulaire sont des structures réceptrices. L'axone est une structure conductrice parce qu'elle conduit l'information nerveuse et les arborisations terminales sont des structures réceptrices parce que c'est au niveau de ces arborisations terminales qu'on va trouver les vésicules synaptiques qui contiennent des substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs qui sont donc c'est ça qu'on les appelle des structures sécrétées. Alors le neurone type spécifique du système nerveux, c'est le neurone que vous voyez ici, le moteur neurone médulaire. Alors le moteur neurone médulaire ou le neurone moteur, il est constitué par un corps cellulaire. Le corps cellulaire contient le noyau avec les grandes organiques, plusieurs dendrites, comme vous pouvez le voir ici, et un prolongement de l'axone entouré de gaines de myéline. La gaine de myéline, c'est ces cellules, ces membranes de la cellule Schwann qui s'enroulent autour de l'axone et qui permet, il y a un rôle fonctionnel très important parce qu'elle accélère la transmission des potentiels d'action ou de l'information nerveuse. Et nous avons les boutons terminaux qui circulent au niveau de la fibre musculaire. Dans cette partie-là, entre le corps cellulaire et l'axone, la première partie de l'axone, qui est juste après le corps cellulaire, c'est ce qu'on appelle le camp d'implantation ou la zone gâchette, c'est-à-dire que quand le potentiel d'action arrive à travers les dendrites d'un autre neurone, sont regroupés, intégrés dans le corps cellulaire, et si c'est suffisant, c'est à partir de cette partie-là, zone gâchette, que le potentiel d'action va se propager le long de l'axone pour arriver à la fibre musculaire. Alors, la diversité des neurones du système nerveux central est les fonctions de la diversité des corps cellulaires et des collatérales de l'axone. Donc, on va trouver des corps cellulaires de taille très variable et on va trouver les collatérales de l'axone qui sont très fréquentes. Donc, comment la classification structurale des neurones va engendrer une classification fonctionnelle? On va voir. Donc, nous avons trois types de neurones et trois types de fonctions. Donc, ici, vous avez le neurone multipolaire, comme le neurone médulaire que je viens de vous montrer, corps cellulaire, plusieurs dendrites, un axone recouvert de gaines de myéline. Nous avons ici le neurone unipolaire qui est un neurone sensoriel avec un corps cellulaire avec deux branches de l'axone, un côté dendrite et un côté bouton terminaux. Et nous avons le bipolaire, c'est un neurone qui est comme le neurone unipolaire mais sans gaines de myéline avec un côté dendrite et un côté terminaison nerveuse. Le neurone multipolaire, c'est un neurone moteur, comme on l'a dit. Le corps cellulaire se trouve dans la racine ventrale de la moelle épinière, la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Ces prolongements sortent à partir de la racine ventrale pour aller monter le chemin du nerf rachidien pour aller circuler sur la fibre musculaire squelettique. Donc la zone sécrétrice, elle est là, et la zone réceptrice, c'est la zone qui va être dans la partie ventrale de la moelle, de la substance grise de la moelle épinière. Elle est zone réceptrice parce que ce motoneurone, il fait synapse avec un neurone sensoriel ici qui n'est pas représenté. C'est pour ça que c'est une zone réceptrice. C'est les plus abondants, principal type de neurones dans le système nerveux central. On les appelle les neurones moteurs ou les motoneurones alpha ou gamma. Alpha parce que c'est de grande taille et gamma il est un peu plus petit que l'alpha et il énerve le muscle squelettique et le corps cellulaire se trouve dans la corne ventrale. Le neurone bipolaire, c'est un neurone sensoriel, sont rares, sont surtout sensibles. On les trouve dans les organes de sens, ils sont dans les nerfs optiques, parce qu'on les trouve dans la rétine. Ils font le lien entre les photorécepteurs dans les cellules sensorielles qui captent les photons, les cellules ganglionnaires qui sont aussi un autre type de cellules sensitives de la rétine. On les trouve au niveau de l'appareil auditif, on les trouve dans la sensibilité cutanée et on les trouve dans ce qu'on appelle le système vestibulaire, cet organe récepteur qui permet un petit peu, qui est le siège de l'équilibre. Donc nous avons la partie réceptrice, c'est la partie dendrite, et la partie sécrétrice, c'est la partie terminale. Le neurone unipolaire ou sensitif, le neurone dans le corps cellulaire se trouve dans le ganglion de la racine dorsale. Il a une partie périphérique et une partie centrale. Donc la partie centrale, c'est celle qui fait synapse avec le neurone moteur à travers des interneurones. Et la partie périphérique, c'est celle qui se termine au niveau
la partie périphérique, c'est celle des dendrites qui se trouvent dans les muscles, par exemple squelettiques. Donc, les dendrites dans le côté périphérique et la partie boutons terminaux, c'est celle qui fait synapse. Alors là, je vous ai représenté l'arc réflexe, d'accord? Alors le neurone sensitif, sa partie réceptrice, elle est ici dans le fuseau neuromusculaire. C'est un organe sensoriel qui se trouve à l'intérieur du muscle squelettique, qui va être sensible aux allongements des fibres musculaires. C'est le siège, le point de départ des informations sensorielles qui vont être acheminées pour faire synapse. Ça, c'est la partie sécrétrice ici. Donc, cette partie boutons terminaux de ce neurone sensoriel se termine sur le neurone moteur. Donc, les synapses sur le neurone moteur, bien sûr, le neurone moteur, c'est celui qui va acheminer l'information pour dire aux fibres musculaires de se contracter. Donc, cet arc-là, c'est un arc réflexe, c'est l'arc réflexe myotatique très connu et qui fonctionne d'une manière stéréotypée. Chaque fois qu'il y a changement de relâchement musculaire, ces fusions neuromusculaires vont commencer à décharger pour dire aux fibres musculaires de se contracter, de revenir à leur longueur initiale, la longueur physiologique. Le neurone unipolaire, bien sûr, il est myélinisé. Vous pouvez le voir. En résumé, les neurones peuvent être classés par leur structure ou par leur fonctionnalité. De manière structurale, il existe les neurones bipolaires, qui sont sensitifs. Les neurones multipolaires, peuvent être moteurs et sensitifs. Les neurones unipolaires, qui ont un prolongement périphérique et un central, et ils sont tous deux myélinisés et ils sont essentiellement sensitifs. De manière fonctionnelle, il existe les neurones sensoriels, il existe les neurones moteurs et les interneurones sont les plus nombreux et ils servent de lien entre les neurones sensoriels et moteurs dans le système nerveux central. On va voir dans cette partie comment s'opère la myélinisation, la gaine de myéline, qui est très importante et qui entoure la part des grosses fibres. Alors, les fibres nerveuses sont parfois recouvertes d'une gaine de myéline isolante. La gaine de myéline isolante est constituée d'une spirale à tour jointif de membranes particulièrement plasmiques riches en lipides, en cholestérol, en phospholipides et en glycolipides. La gaine de myéline isolante permet d'augmenter la vitesse des signaux électriques du véhicule. Donc, elle a un rôle fonctionnel très important. Les fibres nerveuses sont-elles toutes myélinisées? Non. Il y a les fibres amyéliniques, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de myéline. Donc, la vitesse de conduction n'est pas 2,3 mètres par seconde. Et les fibres myélinisées, dont la vitesse de conduction est proportionnelle à l'épaisseur de la myéline. Plus la gaine est grosse, plus la vitesse est importante. Elle peut atteindre jusqu'à 120 mètres par seconde. Alors, le processus de myélinisation se fait de telle manière que, autour de la gaine, la membrane de la cellule de Schwann, au niveau périphérique, au niveau des axones des nerfs rachidiens, va s'enrouler plusieurs ans sur l'axone pour fabriquer cette gaine de myéline. Cette gaine de myéline n'est pas faite de manière continue. Il existe des espaces entre cette gaine de myéline qu'on appelle les nœuds de Rhonde. Dans ces espaces, il n'y a pas de gaine de myéline. Alors, le processus de la myélinisation démarre au cours de la vie intra-utérine et il se poursuit plusieurs années après la naissance. Donc, il y a certaines fonctions du système nerveux qui deviennent matures tardivement, comme la marche, qui ne se fait que lorsque le faisceau pyramidal, qui est constitué par les fibres, les axones des neurones pyramidaux qui se trouvent dans le cortex cérébral moteur, et ces axones, ils vont continuer à se fabriquer leur gaine de myéline après la naissance, et c'est pour ça que les bébés ne commencent à marcher qu'après une année après la naissance, jusqu'à ce que le faisceau pyramidal finit de fabriquer sa gaine de myéline. À l'opposé du processus de la myélinisation, il y a ce qu'on appelle la démyélinisation. La démyélinisation est un processus pathologique et il est à l'origine, par exemple, de la sclérose en plaques, cette maladie neurodégénérative qui implique la dégénérescence des cellules gliales, notamment les cellules de Schwann. Donc, l'importance fonctionnelle de la myélinisation est assurée par deux types de cellules gliales. On va voir les cellules gliales dans la partie suivante. Les oligodendrocytes, c'est ce qui va fabriquer la gaine de myéline au niveau des neurones du cerveau, et les cellules de Schwann, c'est au niveau des axones, des neurones, des nerfs au niveau périphérique. Alors, dans ce tableau, vous avez, selon le diamètre des fibres, s'ils sont myélinisés ou pas myélinisés, donc le diamètre, il est important quand les fibres sont myélinisées, et en parallèle, vous allez trouver que la vitesse de propagation de l'influx nerveux est très rapide dans les fibres myélisées de gros diamètre. Elle est assez lente dans les fibres qui ne contiennent pas de myéline. Donc, cette différence morphologique, si les fibres sont myélinisées ou non myélinisées, s'ils ont un gros ou un petit diamètre, ils vont engendrer des différences fonctionnelles.
fonctionnelle. Et là, la vitesse de conduction va être soit rapide, soit lente. Alors, la classification des fibres se fait selon deux grandes classifications. Il y a la classification d'Erlanger et de Gasser, et il y a la classification de Lloyd. Alors, celle de Gasser, elle est en lettres, et celle de Lloyd, elle est en chiffres romains, et ça correspond, donc ce tableau vous permet, parce que dans la littérature, vous allez trouver par exemple des fibres de gros calibre de type A, c'est l'équivalent des fibres de type 1 chez Lloyd, et ce sont des fibres myélisées. Dans la vitesse de conduction, le diamètre est important, la vitesse de conduction est importante. Et les fibres C, c'est les fibres les plus fines, qui ne sont pas, en général, ils ne sont pas myélisés, le diamètre il est très faible et leur vitesse de conduction. On va trouver les fibres ou les motoneurones de type A alpha dans la motricité volontaire, dans la sensibilité proprioceptive. Rappelez-vous que je vous ai dit les cellules nerveuses sensorielles qui émanent des os et des articulations constituent la sensibilité de fibre. Donc on va trouver ce genre de fibres dans cette sensibilité-là. Et on va trouver les fibres qui émanent les informations douloureuses. On va trouver chaque type de fibre va être impliqué dans une... Alors, la dernière partie de cette première vidéo va constituer les cellules gliales. Donc, on va voir que les cellules gliales sont les cellules de soutien des cellules nerveuses des neurones. Les cellules gliales sont aussi appelées la névroglie. Alors, les neurones sont parmi les cellules les plus spécialisées de l'organisme. Leur physiologie tend vers un seul but, c'est l'élaboration et la transmission de l'information nerveuse d'un bout à l'autre du système nerveux. Leur différenciation est si poussée que les neurones sont incapables de se développer et de survivre seuls. Ils dépendent justement de cellules de lien qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales sont donc indispensables à la survie et à la maturation des neurones. Ils ont un rôle profond de nutrition pour les neurones. Enfin, la glie réagit aux traumatismes neuronaux en participant à la cicatrisation ou la réparation des lésions. Donc, un rôle très, très, très important pour la protection des cellules nerveuses. Dans la névroglie, on va trouver plusieurs types de cellules nerveuses. On va trouver de cellules gliales, on va trouver les astrocytes, les oligodendrocytes, les cellules de la microglie, les cellules épendymères, les cellules de Schwann et les cellules choroïdiennes. Et on va voir que chaque cellule, type de cellule gliale, va avoir un rôle à lui spécifique, fonctionnel, de soutien pour le neurone. Les astrocytes, vous pouvez le voir ici, un astrocyte, il relie le neurone au capillaire sanguin. Il s'occupe de réguler la concentration de diverses substances contenues dans le milieu cellulaire. Il assure les échanges nutritifs dont dépend le bon fonctionnement neuronal. Il apporte les nutriments, le glucose et l'oxygène et d'autres molécules trophiques, des hormones et autres. Il permet l'évacuation des déchets métaboliques, l'élimination des neurotransmetteurs, formation de la cicatrice gliale lors d'un traumatisme. Un rôle très très important. Alors vous avez ici les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes sont à l'origine de la gaine de myéline formée autour d'un très grand nombre d'axones du système nerveux central, au niveau du cerveau, d'accord, et au niveau des neurones de la moelle épinière, mais les corps cellulaires, on va dire à l'intérieur du système nerveux central. La gaine de myéline est interrompue à intervalles réguliers par les nœuds de Ranvier, comme on l'a vu tout à l'heure. Les oligodendrocytes constituent la gaine de myéline qui joue un rôle fonctionnel important, on l'a vu. C'est un isolant électrique qui facilite et augmente la vitesse de conduction des influx nerveux le long de l'axone. Les cellules de Schwann, on va les trouver dans les axones des nerfs périphériques, dans le système nerveux périphérique, et ces cellules de Schwann permettent, comme pour les oligodendrocytes, d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long des axones des neurones moteurs. Les cellules de la microglie, c'est un type de cellule qui s'occupe en quelque sorte de faire le ménage, c'est-à-dire de libérer le milieu extracellulaire de tous les déchets cellulaires environnants. Les cellules microgliales assurent la défense du système nerveux central contre les attaques virales et bactériennes. Elles sont macrophages. Elles vont s'attaquer, manger ces bactéries et ces virus. Les cellules épendymères pissent les cavités internes de l'encéphale et constituent une barrière entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. Donc, vous avez ici le canal épendymère, c'est ce canal à travers la moelle épinière, d'accord, et les cellules épendymères, elles l'entourent. Les cellules choroïdiennes sécrètent dans le système cavitaire du système nerveux central le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, il est sécrété par ces cellules choroïdiennes. On sait très bien que ce liquide céphalorachidien est très très important. Il circule dans des cavités à l'intérieur du système nerveux central et permet d'amortir les chocs quand il y a un traumatisme crânien par exemple. Voilà, donc on a fini avec cette première partie.